Bienvenue sur Classique en lecture. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Chapitre 15. Le personnel domestique de l'hôpital de Park Lane, pour mourants, se composait de 162 deltas, répartis en deux groupes Bokanovsky, comprenant respectivement 84 jumelles rousses et 78 jumeaux dolichocéphales aux cheveux noirs. À 6 heures, leur journée de travail terminée, les deux groupes se rassemblaient dans le vestibule de l'hôpital et recevaient des mains du sous-économe, par intérim, leur ration de soma. Sortant de l'ascenseur, le sauvage fit irruption parmi eux. Mais il avait l'esprit ailleurs, avec la mort, avec la douleur, avec son remords. Machinalement, sans avoir conscience de ce qu'il faisait, il se mit à se frayer à coups d'épaule un passage à travers la foule. « Qui êtes-vous à pousser comme ça ? Où donc croyez-vous aller ?» Sur un ton aigu et sur un ton bas, issu d'une multitude de gorges distinctes, deux voix seulement piaillèrent ou grognèrent. Répétées à l'infini, ainsi que dans une succession de miroirs, deux visages, l'un en forme de lune glabre, pleine de taches de rousseur et entouré d'un halo orangé, l'autre en masque d'oiseau mince et crochu, hirsute d'une barbe de 2 jours, se retournèrent vers lui avec colère. Leurs paroles, et dans les côtes, des coups de coude vigoureux brisèrent sa coquille d'innocence. Il se réveilla de nouveau à la réalité extérieure, regarda autour de lui, reconnut ce qu'il vit, le reconnut, avec une sensation horrible et répugnante de chute dans le vide, comme étant le délire sans cesse renouvelé de ses jours et de ses nuits, le cauchemar de cet essaim d'identité que rien ne permet de distinguer. Des jumeaux, des jumeaux. Comme des larves, ils étaient venus en bande souiller le mystère de la mort de Linda. Larves encore, mais plus grosses, complètement adultes, ils rampaient à présent sur la douleur et son repentir. Il s'arrêta, et les yeux ébahis et horrifiés, jeta un regard circulaire sur la foule, en kaki, au milieu de laquelle il se trouvait, la dominant de toute une tête. Comme il y a ici des êtres charmants. Les mots charmants le bafouèrent de leur raillerie. Comme l'humanité est belle, ô nouveau monde admirable. Distribution de soma, cria une voix forte. En bon ordre, s'il vous plaît. Dépêchez-vous un peu là-bas. Une porte avait été ouverte, on avait apporté une table et une chaise dans le vestibule. La voix était celle d'un jeune alpha, pimpant, qui était entré et portait une cassette en tôle noire. Un murmure de satisfaction s'éleva parmi les jumeaux impatients d'attendre. Ils oublièrent complètement le sauvage. Leur attention était à présent concentrée sur la cassette noire que le jeune homme avait placée sur la table et dont il s'était mis en devoir d'ouvrir la serrure. Le couvercle fut levé. « Ouh !» firent simultanément tous les 162, comme s'ils avaient contemplé un feu d'artifice. Le jeune homme en tira une poignée de minuscules boîtes à pilules. « Maintenant, dit-il d'un ton péremptoire, avancez, je vous prie, un par un et ne poussez pas. » Un par un, et sans pousser, les jumeaux s'avancèrent. D'abord 2 hommes, puis une femme, puis un autre homme, ensuite 3 femmes, puis... Le sauvage restait là, contemplant la scène. Ô nouveau monde admirable! Ô nouveau monde admirable! Dans son esprit, les mots chantants parurent changer de ton. Il l'avait bafoué au travers de sa misère et de ses remords, bafoué avec quelle note hideuse de raillerie cynique. Riant comme des démons, ils avaient insisté sur la saleté vile, la laideur nauséabonde de ce cauchemar. À présent, tout à coup, il claironnait un appel aux armes. Ô nouveau monde admirable! Une Miranda proclamait la possibilité de la splendeur, la possibilité de transformer jusqu'à ce cauchemar en quelque chose de beau et de noble. Ô nouveau monde admirable! C'était un défi, un commandement. « Ne poussez pas, voyons !» vociféra le sous-économe par intérim, en fureur. Il referma avec fracas le couvercle de la cassette. « J'arrête la distribution si je n'obtiens pas qu'on se conduise convenablement. » Les deltas murmurèrent, se poussèrent un peu les uns les autres, et se turent. La menace avait été efficace. La privation de soma, quelle idée affreuse! « Ça va mieux, dit le jeune homme, et il rouvrit sa cassette.
Linda avait été une esclave. Linda était morte. D'autres, du moins, vivraient en liberté, et une beauté nouvelle rayonnait sur le monde. C'était une réparation, un devoir, et soudain apparut au sauvage, avec une clarté lumineuse, ce qu'il avait à faire. Ce fut comme si un volet avait été ouvert, un rideau tiré. « Allons-y, dit le sous-économe. » Une autre femme en kaki s'avança. « Arrêtez !» cria le sauvage, d'une voix forte et retentissante. « Arrêtez !» Il se fraya un passage jusqu'à la table. Les deltas le dévisagèrent avec étonnement. « Ford !» dit le sous-économe par intérim, plus bas que le souffle. « C'est le sauvage !» Il se sentit apeuré. « Écoutez-moi, je vous en supplie !» cria le sauvage avec une ardeur sérieuse. « Prêtez-moi l'oreille !» Il n'avait encore jamais parlé en public et éprouvait beaucoup de difficulté à exprimer ce qu'il voulait dire. « Ne prenez pas cette affreuse drogue, c'est du poison, c'est du poison !»« Dites donc, monsieur le sauvage, dit le sous-économe par intérim, souriant d'un sourire propitiatoire, cela ne vous dérangerait pas de me laisser ? Du poison pour l'âme aussi bien que pour le corps. Oui, laissez-moi continuer ma distribution, voyons, soyez gentil. » Tendrement, prudemment, comme on caresse un animal notoirement méchant, il tapota le bras du sauvage. « Laissez-moi donc. »« Jamais !» cria le sauvage. « Mais dites donc, mon vieux. »« Jetez tout cela, cet affreux poison !» Les mots « jetez tout cela » parvinrent à percer les couches enveloppantes d'incompréhension et à pénétrer au vif de la conscience des deltas. Un murmure courroucé s'éleva de la foule. « Je viens vous apporter la liberté, dit le sauvage, se retournant vers les jumeaux. « Je viens… » Le sous-économe, par intérim, n'en entendit pas davantage. Il s'était glissé hors du vestibule et cherchait un numéro dans l'annuaire du téléphone. « Pas dans son appartement, résuma Bernard. Pas dans le mien, pas dans le vôtre, pas à la Fantitome, pas au centre, ni au collège. Où peut-il être passé ?» Helmholtz haussa les épaules. Ils étaient rentrés de leur travail, espérant trouver le sauvage qui les attendait l'un à l'autre de leur rendez-vous habituel, et il n'y avait aucun signe de lui nulle part. C'était bien contrariant, car ils avaient eu l'intention de filer à Biarritz dans le sporticoptère à 4 places de Helmholtz. Ils seraient en retard pour le dîner s'ils n'arrivaient pas bientôt. « Donnez-lui encore 5 minutes, dit Helmholtz. S'il n'a pas fait son apparition d'ici là, nous… » La sonnerie du téléphone l'interrompit. Il prit le récepteur. « Allô ?» C'est lui-même. Puis après un long intervalle d'écoute, « Ford du taco !» s'écria-t-il. « J'y vais tout de suite. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Bernard. « Un type que je connais à l'hôpital de Park Lane, » dit Helmholtz. « C'est là qu'est le sauvage. Il semble être devenu fou. En tout cas, il y a urgence. Venez-vous avec moi ?» Ils se précipitèrent tous deux le long du couloir vers les ascenseurs. « Mais vous plaît-il d'être des esclaves ?» disait le sauvage au moment où ils pénétrèrent dans l'hôpital. Son visage était empourpré, ses yeux flambaient d'ardeur et d'indignation. « Vous plaît-il d'être des bébés ? Oui, des bébés, vagissants et bavants, ajouta-t-il, exaspéré par leur stupidité bestiale, au point de lancer des injures à ceux qu'il était venu sauver. Les injures rebondirent sur leur carapace de stupidité épaisse. Ils le dévisageaient, les yeux pleins d'une expression vide, de ressentiment hébété et sombre. « Oui, bavant !» vociféra-t-il, franchement. La douleur et le remords, la compassion et le devoir, tout cela était oublié à présent, et en quelque sorte absorbé dans une haine intense qui dominait tout à l'égard de ces monstres moins qu'humains. « Vous ne voulez donc pas être libres ? Être des hommes ? Ne comprenez-vous même pas ce que c'est que l'état d'homme ? Que la liberté ?» La rage faisait de lui un orateur cohérent. Les mots arrivaient facilement, en flux serré. « Vous ne comprenez pas ?» répéta-t-il, mais il ne reçut pas de réponse à sa question. « Eh bien alors, reprit-il d'un ton farouche, je vais vous l'apprendre. Je vous imposerai la liberté, que vous le vouliez ou non. » Et entr'ouvrant une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'hôpital, il se mit à jeter dehors, par poignées, les petites boîtes à pilules contenant des comprimés de soma. Pendant un instant, la foule en kaki resta silencieuse, pétrifiée devant le spectacle de ce sacrilège, voulu, d'ébahissement et d'horreur.
Il est fou, murmura Bernard, écarquillant tout grand les yeux. Ils vont le tuer. Un grand cri s'éleva soudain parmi la foule. Une vague de mouvement la poussa, menaçante, vers le sauvage. Ford lui vient en aide, dit Bernard, et il détourna les yeux. Ford vient en aide à ceux qui s'aident eux-mêmes. Et avec un rire, un véritable rire de triomphe, Helmholtz Watson se fraya un chemin à travers la foule. « La liberté! La liberté !» cria le sauvage, et d'une main, il continuait à jeter le soma dans la courette, tandis que de l'autre, il tapait sur la figure de ses assaillants, que rien ne distinguait l'un de l'autre. « La liberté !» Et voilà qu'apparut soudain Helmholtz, à son côté. Ah, ce bon vieux Helmholtz, tapant lui aussi. Enfin des hommes, et dans l'intervalle, jetant aussi le poison par la fenêtre à pleine main. Oui, des hommes, des hommes! Et il ne resta plus de poison. Il souleva la cassette et leur montra l'intérieur noir et vide. « Vous l'avez, la liberté !» Hurlant, les deltas chargèrent avec une fureur redoublée. Hésitant, restant à la lisière de la bataille, « Ils sont fichus, dit Bernard. » Et mu d'une impulsion soudaine, il courut en avant à leur secours. Puis il se ravisa et s'arrêta. Puis, honteux, s'avança de nouveau. Puis il se ravisa de nouveau. Et il était là, souffrant le martyre de l'indécision humiliée, songeant qu'ils risquaient, eux, d'être tués s'il ne les aidait pas, et qu'il en risquait autant, lui, s'il les aidait, lorsque, fort de soi loué, les yeux tout ronds, et avec un museau de cochon que leur donnait leur masque à gaz, les policiers firent irruption dans le local. Bernard se précipita au-devant d'eux. Il agita les bras, et c'était de l'action. Il faisait quelque chose. Il cria plusieurs fois « Au secours !» de plus en plus fort, afin de se donner l'illusion d'être utile à quelque chose. « Au secours ! Au secours ! Au secours !» Les policiers l'écartèrent de leur chemin et continuèrent leur besogne. 3 hommes portant des pulvérisations attachées aux épaules par des courroies répandirent dans l'air d'épais nuages de vapeur de soma. 2 autres étaient occupés avec la boîte à musique synthétique. Munis de pistolets à eau, chargés d'un anesthésique puissant, 4 autres s'étaient frayé un passage à travers la foule et mettaient méthodiquement hors de combat, d'un jet succédant à l'autre, les plus féroces d'entre les combattants. « Vite, vite !» hurla Bernard. « Ils seront tués si vous ne vous dépêchez pas. Oh !» Agacé par son bavardage, l'un des policiers avait tiré sur lui un coup de son pistolet à eau. Bernard resta debout 1 seconde ou 2, flageolant d'une façon incertaine sur ses jambes qui semblaient avoir perdu leurs os, leurs tendons, leurs muscles, être devenus de simples bâtons de gelée, et en fin de compte, pas même de gelée, d'eau. Il s'écroula à terre comme une masse. Tout à coup, de la boîte à musique synthétique, une voix se mit à parler. La voix de la raison, la voix de la bienveillance. Le rouleau d'impression sonore se dévidait pour servir le discours synthétique numéro 2, force moyenne contre les émeutes. Jaillit du fond d'un cœur non existant. « Mes amis !» dit la voix d'un ton si touchant, avec une note de reproche si infiniment tendre, que derrière leur masque à gaz, les yeux des policiers eux-mêmes s'embuèrent momentanément de larmes. « Que signifie donc tout ceci? Pourquoi n'êtes-vous pas tous réunis là, heureux et sages ?»« Heureux et sages, répéta la voix. En paix, en paix. Elle trembla, s'amortit dans un murmure et expira un instant. Oh, comme je désire que vous soyez heureux, reprit-elle, pleine d'une ardeur convaincue. Comme je désire que vous soyez sages. Je vous en prie, soyez sages. Et, au bout de 2 minutes, la voix et les vapeurs de soma avaient produit leur effet. En larmes, les deltas s'embrassaient et échangeaient des caresses, par demi-douzaine de jumeaux réunis dans une large étreinte. Il n'est pas jusqu'à Helmholtz et aux sauvages qui ne furent près de pleurer. On apporta de l'économa un nouvel approvisionnement de boîtes à pilules. On fit en hâte une nouvelle distribution, et au son des bénédictions d'adieu, baritonnées par la voix, d'un ton tout chargé d'affection, les jumeaux se dispersèrent, sanglotant à fendre le cœur. Au revoir, mes chers amis, mes bien chers amis. Fort de vous garde. Au revoir, mes chers amis, mes bien chers amis. Fort de vous garde. Au revoir, mes chers amis, mes bien. Quand le dernier des deltas fut parti, le policier coupa le courant.
La voix angélique se tut. « Êtes-vous disposé à venir en douceur » demanda le sergent. « Ou bien faudra-t-il que nous vous anesthésions » Il braqua son pistolet à eau d'un geste menaçant. « Oh, nous viendrons en douceur » répondit le sauvage, étanchant tour à tour une lèvre fendue, un cou égratigné et une main gauche mordue. Tenant toujours son mouchoir à son nez saignant, Helmut se fit un signe de tête en confirmation. Ranimé, et ayant recouvré l'usage de ses jambes, Bernard avait profité de cet instant pour se diriger vers la porte en se faisant remarquer le moins possible. « Hé, là-bas, vous !» appela le sergent, et un policier à masque de porc se précipita à travers la pièce et mit la main à l'épaule du jeune homme. Bernard se retourna avec une expression d'innocence indignée. S'échapper ? Il n'en avait pas eu la moindre idée. « Et cependant, pourquoi diable avez-vous besoin de moi ?» dit-il au sergent. « Je n'en sais véritablement rien. »« Vous êtes un ami des prévenus, n'est-ce pas ?»« Mon Ford, » dit Bernard, et il hésita. Non, il ne pouvait pas nier à la vérité. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» demanda-t-il. « Alors arrivez ici, dit le sergent, et il ouvrit la marche vers la porte et la voiture de la police qui les attendait. Chapitre 16. La pièce dans laquelle on les introduisit, tous les trois, était le bureau de l'administrateur. Sa forderie va descendre dans un instant. Le maître d'hôtel Gamma les abandonna à eux-mêmes. Helmut se mit à rire tout haut. Ça ressemble plutôt à une réunion d'amis prenant une solution de caféine qu'à un jugement, dit-il. Et il se laissa tomber dans le plus luxueux des fauteuils pneumatiques. « Haut les cœurs, Bernard !» ajouta-t-il, comme son regard tomba sur le visage verdâtre et malheureux de son ami. Mais Bernard ne voulait pas être rasséréné. Sans répondre, sans même regarder Helmut, il alla s'asseoir sur la chaise la moins confortable de la pièce, choisie avec soin dans l'obscur espoir de conjurer de quelque façon la colère des puissances supérieures. Cependant, le sauvage errait autour de la pièce, en état d'agitation, jetant des regards d'une vague curiosité superficielle sur les livres des rayons, sur les rouleaux à inscription sonore et les bobines de machine à lire, dans leurs casiers numérotés. Sur la table, sous la fenêtre, il y avait un volume massif, relié en pseudo-cuir noir souple et marqué de grands T dorés. Il le prit et l'ouvrit. « Ma vie et mon œuvre » par notre Ford. Le livre avait été publié à Détroit par la Société pour la propagation de la connaissance fordienne. D'un geste oisif, il feuilla les pages, lut une phrase par-ci, un paragraphe par-là, et il venait d'arriver à la conclusion que le livre ne l'intéressait pas lorsque la porte s'ouvrit et l'administrateur mondial régional de l'Europe occidentale entra d'un pas vif dans la pièce. Mustapha Meunier leur serra la main à tous les trois. Mais c'est au sauvage qu'il s'adressa. « Ainsi donc, vous n'aimez guère la civilisation, monsieur le sauvage ?» dit-il. Le sauvage le regarda. Il était venu disposé à mentir, à faire le fanfaron, à se cantonner dans une réserve sombre. Mais rassuré par l'intelligence bienveillante du visage de l'administrateur, il résolut de dire la vérité en toute franchise. « Non. » Il hocha la tête. Bernard sursauta et prit un air horrifié. Que penserait l'administrateur ? Être catalogué comme l'ami d'un homme qui dit qu'il n'aime pas la civilisation, qui le dit ouvertement, et à l'administrateur, encore, entre tous, c'était terrible. « Voyons, John, commença-t-il. » Un regard de Mustapha Meunier le réduisit au silence le plus humble. Bien entendu, se mit en devoir de reconnaître le sauvage, il y a des choses qui sont très agréables. Toute cette musique aérienne, par exemple. Parfois, mille instruments sonnants chantonnent à mon oreille, et parfois des voix. Le visage du sauvage s'éclaira d'un plaisir soudain. « Vous l'avez lu, vous aussi ?» demanda-t-il. « Je croyais que personne n'avait entendu parler de ce livre-là, ici en Angleterre. »« Pour ainsi dire, personne. Je suis l'une des très rares exceptions. Il est interdit, n'est-ce pas ? Mais comme c'est moi qui fais les lois ici, je puis également les enfreindre. Avec impunité, Mr. Marx, ajouta-t-il, se tournant vers Bernard. Alors que, je le crains bien, vous ne pouvez pas en faire autant, vous.
Bernard fut plongé dans un état de misère encore plus désespéré. « Mais pourquoi est-il interdit ?» demanda le sauvage. Dans son émotion de se trouver en présence d'un homme qui avait lu Shakespeare, il avait momentanément oublié toute autre chose. L'administrateur haussa les épaules. « Parce qu'il est vieux, voilà la raison principale. Ici, nous n'avons pas l'emploi des vieilles choses. »« Même si elles sont belles ?»« Surtout si elles sont belles. La beauté attire, et nous ne voulons pas qu'on soit attiré par les vieilles choses. Nous voulons qu'on aime les neuves. » « Mais les neuves sont si stupides, si affreuses. Ces spectacles où il n'y a rien que des hélicoptères volants de tous les côtés et où l'on sent des gens qui s'embrassent. » Il fit la grimace. « Des boucs et des singes. » Ce n'est qu'en répétant les paroles d'Othello qu'il put donner cours convenablement à son mépris et à sa haine. « Des animaux bien gentils, pas méchants, en tout cas, » murmura l'administrateur en matière de parenthèse. « Pourquoi ne leur faites-vous pas plutôt voir Othello ? Je vous l'ai dit, c'est vieux. D'ailleurs, il ne le comprendrait pas. » Oui, c'était vrai. Il se rappela comment Helmholtz avait ri de Roméo et Juliette. « Eh bien alors, dit-il, après un silence, quelque chose de neuf qui ressemble à Othello, qu'il soit en état de comprendre. »« C'est là ce que nous avons tous désiré d'écrire, dit Helmholtz, rompant un silence prolongé. « Et c'est ce que vous n'écrirez jamais, dit l'administrateur, parce que, si cela ressemblait réellement à Othello, personne ne serait en état de le comprendre. Et si c'était nouveau, il ne se pourrait pas que cela ressemblât à Othello. »« Pourquoi pas ? » ?»« Oui, pourquoi pas ?» répéta Helmholtz. Il oubliait lui aussi les réalités de la situation. Vert d'inquiétude et d'appréhension, Bernard seul s'en souvenait. Les autres ne faisaient pas attention à lui. « Pourquoi pas ? » Parce que notre monde n'est pas le même que celui d'Othello. On ne peut pas faire de tacos sans acier, et l'on ne peut pas faire de tragédie sans instabilité sociale. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise, ils sont en sécurité, ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort, ils sont dans une sereine ignorance de la passion et de la vieillesse. Ils ne sont encombrés de nul père ni mère. Ils n'ont pas d'épouse, pas d'enfants, pas d'amants au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes. Ils sont conditionnés de telle sorte que, pratiquement, ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Et si par hasard quelque chose allait de travers, il y a le soma, que vous flanquez froidement par la fenêtre au nom de la liberté, monsieur le sauvage. La liberté. Il se mit à rire. Vous vous attendez à ce que les deltas sachent ce que c'est que la liberté ? Et voilà que vous attendez à ce qu'ils comprennent Othello ? Mon bon ami. Le sauvage resta un moment silencieux. Malgré tout, insista-t-il avec obstination, Othello, c'est bien. Othello, c'est mieux que ces films 100 ans. Bien entendu, acquiesça l'administrateur. Mais c'est là la rançon dont il nous faut payer la stabilité. Il faut choisir entre le bonheur et ce qu'on appelait autrefois le grand art. Nous avons sacrifié le grand art. Nous avons à la place les films 100 ans et l'orgue à parfum. Mais ils n'ont aucun sens. Ils ont leur sens propre. Ils représentent pour les spectateurs un tas de sensations agréables. Mais ils sont comptés par un idiot. L'administrateur se mit à rire. Vous n'êtes pas fort poli envers votre ami Mr. Watson, un de nos ingénieurs en émotions les plus distingués. Mais il a raison, dit Helmholtz, avec une tristesse sombre. C'est effectivement idiot. Écrire quand il n'y a rien à dire. Précisément, mais cela exige l'habileté la plus énorme. Vous fabriquez des tacos avec le minimum absolu d'acier, des œuvres d'art avec pratiquement rien d'autre que la sensation pure. Le sauvage hocha la tête. Tout cela me paraît absolument affreux. Bien entendu, le bonheur effectif paraît toujours assez sordide en comparaison des larges compensations qu'on trouve à la misère. Il va de soi que la stabilité, en tant que spectacle, n'arrive pas à la cheville de l'instabilité, et le fait d'être satisfait n'a rien du charme magique d'une bonne lutte contre le malheur, rien du pittoresque d'un combat contre la tentation ou d'une défaite fatale sous les coups de la passion ou du doute. Le bonheur n'est jamais grandiose. Sans doute, dit le sauvage après un silence. Mais est-il indispensable qu'il atteigne le degré d'horreur de tous ses jumeaux ?
Il se passa la main sur les yeux, comme s'il essayait d'effacer le souvenir de l'image de ces longues rangées de nains identiques, aux établis de montage, de ces troupeaux de jumeaux faisant la queue à l'entrée de la station du monorail à Brentford, de ces larves humaines envahissant le lit de mort de Linda, du visage indéfiniment répété de ses assaillants. Il regarda sa main gauche, entourée d'un pansement, et frémit. Horrible. Mais combien utile! Je vois que vous n'aimez pas nos groupes Bokanovski, mais je vous en donne l'assurance, ils constituent la fondation sur laquelle est édifié tout le reste. Ils sont le gyroscope qui stabilise l'avion-fusée de l'État dans sa marche inflexible. Sa voix profonde vibrait à faire palpiter. La main gesticulante représentait implicitement tout l'espace et l'élan de l'irrésistible machine. Le talent oratoire de Mustapha Meunier était presque à la hauteur des modèles synthétiques. « Je me demandais, dit le sauvage, pourquoi vous les tolérez, à tout prendre, attendu que vous pouvez produire ce que vous voulez dans ces flacons. Pourquoi ne faites-vous pas de chacun un alpha ++, pendant que vous y êtes ?» Mustapha Meunier se mit à rire. « Parce que nous n'avons nul désir de nous faire égorger, répondit-il. Nous croyons au bonheur et à la stabilité. Une société composée d'alpha ne saurait manquer d'être instable et méprisable. Imaginez une usine dont tout le personnel serait constitué par des alphas, c'est-à-dire par des individus distincts, sans relation de parenté, de bonne hérédité et conditionnés de façon à être capables, dans certaines limites, de faire librement un choix et de prendre des responsabilités. « Imaginez cela, répéta-t-il. Le sauvage essaya de se l'imaginer, sans grand succès. C'est une absurdite. Un homme décanté en alpha, conditionné en alpha, deviendrait fou s'il avait à effectuer le travail d'un epsilon semi-avorton. Il deviendrait fou ou se mettrait à tout démolir. Les alphas peuvent être complètement socialisés, mais seulement à condition qu'on leur fasse faire du travail d'alpha. On ne peut demander qu'à un epsilon de faire des sacrifices d'epsilon, pour la bonne raison que, pour lui, ce ne sont pas des sacrifices, c'est la ligne de moindre résistance. Son conditionnement a posé des rails le long desquels il lui faut marcher. Il ne peut s'en empêcher, il est fatalement prédestiné. Même après la décantation, il est toujours à l'intérieur d'un flacon, d'un invisible flacon de fixation infantile et embryonnaire. Chacun de nous, bien entendu, poursuivit méditativement l'administrateur, traverse la vie à l'intérieur d'un flacon. Mais si nous nous trouvons être des alphas, notre flacon est, relativement parlant, énorme. Nous souffririons intensément si nous étions confinés dans un espace plus étroit. On ne peut pas verser du pseudo-champagne pour castes supérieures dans des flacons de castes inférieures. C'est théoriquement évident. Mais cela a également été démontré dans la pratique réelle. Le résultat de l'expérience de Chypre a été convaincant. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda le sauvage. Mustapha Meunier sourit. « Ma foi, on peut, si l'on veut, l'appeler une expérience de reflaconnage. » Cela commença en l'an 473 de notre Ford. Les administrateurs firent évacuer l'île de Chypre par tous les habitants existants et la recolonisèrent avec un lot spécialement préparé de 22 000 alphas. Tout l'équipement agricole et industriel leur fut confié et on leur laissa le soin de mener leurs affaires. Le résultat fut exactement conforme à toutes les prédictions théoriques. La terre ne fut pas convenablement travaillée. Il y eut des grèves dans toutes les usines, les lois étaient tenues pour zéro. On désobéissait aux ordres donnés. Tous les gens détachés pour effectuer une besogne d'ordre inférieur passaient leur temps à fomenter des intrigues pour obtenir des tâches d'ordre plus élevé. Et tous les gens à tâches supérieures fomentaient des contre-intrigues pour pouvoir, à tout prix, rester où ils étaient. En moins de 6 ans, ils étaient en guerre civile de première classe. Lorsque sur les 22 000, il y en eut 19 de tués, les survivants lancèrent à l'unanimité une pétition aux administrateurs mondiaux afin qu'ils reprissent le gouvernement de l'île. Ce qu'ils firent. Et c'est ainsi que se termina la seule société d'alpha que le monde ait jamais vue. Le sauvage poussa un profond soupir. « La population optima, dit Mustapha Meunier, est sur le modèle de l'iceberg. 8/9 au-dessous de la ligne de flottaison, 1/9 au-dessus. Et ils sont heureux au-dessous de la flottaison ? Plus heureux qu'au-dessus. Plus heureux que vos amis que voici, par exemple. » Il les désigna du doigt. « En dépit de ce travail affreux ?
Affreux? Ils ne le trouvent pas tel, eux. Au contraire, il leur plaît. Il est léger, il est d'une simplicité enfantine. Pas d'effort excessif de l'esprit, ni des muscles. 7h30 d'un travail léger, nullement épuisant, et ensuite la ration de soma, des sports, la copulation sans restriction et le cinéma sans temps. Que pourrait-il demander de plus? Certes, ajouta-t-il, il pourrait demander une journée de travail plus courte, et bien entendu, nous pourrions la leur donner. Techniquement, il serait parfaitement simple de réduire à 3 ou 4 heures la journée de travail des castes inférieures. Mais en serait-elle plus heureuse? Non, nullement. L'expérience a été tentée il y a plus d'un siècle et demi. Toute l'Irlande fut mise au régime de la journée de 4 heures. Quel en fut le résultat? Des troubles et un accroissement considérable de la consommation de soma. Voilà tout. Ces 3h30 de loisirs supplémentaires furent si éloignés d'une source de bonheur que les gens se voyaient obligés de s'en évader en congé. Le bureau des inventions regorge de plans de dispositifs destinés à faire des économies de main-d'œuvre. Il y en a des milliers. Mustapha Meunier fit un geste large. Et pourquoi ne les mettons-nous pas à exécution? Pour le bien des travailleurs. Ce serait cruauté pure de leur infliger des loisirs excessifs. Il en est de même pour l'agriculture. Nous pourrions fabriquer par synthèse la moindre parcelle de nos aliments, si nous le voulions. Mais nous ne le faisons pas. Nous préférons garder à la terre un tiers de la population, pour leur propre bien, parce qu'il faut plus longtemps pour obtenir des aliments à partir de la terre qu'à partir d'une usine. D'ailleurs, il nous faut songer à notre stabilité. Nous ne voulons pas changer. Tout changement est une menace pour la stabilité. C'est là une autre raison pour que nous soyons un peu enclins à utiliser des inventions nouvelles. Toute découverte de la science pure est subversive en puissance. Toute science doit parfois être traitée comme un ennemi possible. Oui, même la science. La science? Le sauvage fronça les sourcils. Il connaissait ce mot, mais ce qu'il signifiait au juste, John n'eût pas su le dire. Shakespeare et les vieillards du Pueblo n'avaient jamais fait mention de la science, et de Linda, ils n'avaient jamais reçu que les indications les plus vagues. La science, c'est quelque chose dont on fait les hélicoptères, quelque chose qui fait que l'on se moque des danses du blé, quelque chose qui vous empêche d'avoir des rides et de perdre vos dents. Il fit un effort désespéré pour saisir ce que voulait dire l'administrateur. Oui, disait Mustapha Meunier, c'est là un autre article au passif de la stabilité. Ce n'est pas seulement l'art qui est incompatible avec le bonheur, il y a aussi la science. La science est dangereuse, nous sommes obligés de la tenir bien soigneusement enchaînée et muselée. Comment? Dit Helmholtz tout étonné. Mais nous répétons constamment que la science est tout au monde. C'est un truisme hypnopédique. 3 fois par semaine, de 13 à 17 ans, contribua Bernard. Et toute la propagande scientifique que nous effectuons au collège. Oui, mais quelle espèce de science? Demanda sarcastiquement Mustapha Meunier. Vous n'avez pas reçu de culture scientifique, de sorte que vous ne pouvez pas en juger. Moi, j'étais assez bon physicien de mon temps. Trop bon, suffisamment bon pour me rendre compte que toute notre science est tout simplement un livre de cuisine, avec une théorie orthodoxe de l'art culinaire que personne n'a le droit de mettre en doute, et une liste de recettes auxquelles il ne faut jamais rien ajouter, sauf par permission spéciale du premier chef. C'est moi le premier chef, à présent. Mais il fut un temps où j'étais un jeune marmiton plein de curiosité. Je me mis à faire un peu de cuisine à ma manière, de la cuisine hétérodoxe, de la cuisine illicite, un peu de science véritable en somme. Il se tut. Qu'arriva-t-il? Demanda Helmholtz Watson. L'administrateur soupira. À peu de choses près ce qui va vous arriver à vous autres, jeunes gens. J'ai été sur le point d'être envoyé dans une île. Ces paroles galvanisèrent Bernard, chez qui elles suscitèrent une activité violente et déplacée. M'envoyer dans une île? Moi? Il se mit debout d'un bond, traversa la pièce en courant et se campa en gesticulant devant l'administrateur. Vous ne pouvez pas m'y envoyer, moi. Je n'ai rien fait. Ce sont les autres. Je jure que ce sont les autres. Il désigna d'un doigt accusateur Helmholtz et le sauvage. Oh, je vous en prie, ne m'envoyez pas en Islande. Je promets de faire ce que j'ai à faire. Accordez-moi encore une chance de réussir. Je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Les larmes commencèrent à couler. C'est leur faute, je vous le dis, sanglota-t-il. Et pas en Islande.
Oh, je vous en prie, votre forderie, je vous en prie. Et dans un paroxysme de basse humilité, il se jeta à genoux devant l'administrateur. Mustapha Meunier tenta de le faire relever, mais Bernard persista dans son agenouillement. Le flot de paroles se déversa inépuisablement. En fin de compte, l'administrateur fut obligé de sonner pour appeler son 4e secrétaire. « Amenez-moi 3 hommes, ordonna-t-il, et conduisez Mr. Marks dans une chambre à coucher. Donnez-lui une bonne pulvérisation de soma, et mettez-le ensuite au lit et laissez-le seul. » Le 4e secrétaire sortit et revint avec 3 laquais jumeaux en uniforme vert. Ils emmenèrent Bernard, toujours criant et sanglotant. « On dirait qu'on va l'égorger, » dit l'administrateur, comme la porte se refermait. Tandis que s'il avait le moindre bon sens, il comprendrait que sa punition est en réalité une récompense. On l'envoie dans une île, c'est-à-dire qu'on l'envoie dans un lieu où il fera avec la société la plus intéressante d'hommes et de femmes qui se puisse trouver nulle part au monde. Tous les gens qui, pour une raison ou une autre, ont trop individuellement pris conscience de leur moi, pour pouvoir s'adapter à la vie en commun. Tous les gens que ne satisfait pas l'orthodoxie, qui ont des idées indépendantes bien à eux. Tous ceux, en un mot, qui sont quelqu'un. C'est tout juste si je ne vous envie pas, Mr. Watson. Helmholtz se mit à rire. Alors pourquoi n'êtes-vous pas vous-même dans une île ? Parce que, en fin de compte, j'ai préféré ceci, répondit l'administrateur. On me donna le choix, être envoyé dans une île, où j'aurais pu continuer mes études de sciences pures, ou bien être admis au Conseil suprême, avec la perspective d'être promu, en temps utile, à un poste d'administrateur. J'ai choisi ceci, et lâché la science. Au bout d'un petit silence. Parfois, ajouta-t-il, je me prends à regretter la science. Le bonheur est un maître exigeant. Surtout le bonheur d'autrui. Un maître beaucoup plus exigeant, si l'on n'est pas conditionné pour l'accepter, sans poser de questions, que la vérité. Il soupira, retomba dans le silence, puis reprit d'un ton plus vif. Enfin, le devoir est le devoir. On ne peut pas consulter ses préférences personnelles. Je m'intéresse à la vérité, j'aime la science. Mais la vérité est une menace, la science est un danger public. Elle est aussi dangereuse qu'elle a été bienfaisante. Elle nous a donné l'équilibre le plus stable que l'histoire ait enregistré. Celui de la Chine était en comparaison désespérément peu sûr. Les matriarcats primitifs même n'étaient pas plus assurés que nous ne le sommes, grâce, je le répète, à la science. Mais nous ne pouvons pas permettre à la science de défaire le bon travail qu'elle a accompli. Voilà pourquoi nous limitons avec tant de soin le rayon de ses recherches. Voilà pourquoi je faillis être envoyé dans une île. Nous ne lui permettons de s'occuper que des problèmes les plus immédiats du moment. Toute autre recherche sont le plus soigneusement découragées. Il est curieux, reprit-il après une courte pause, de lire ce que l'on écrivait à l'époque de notre Ford sur le progrès scientifique. On paraissait s'imaginer qu'on pouvait lui permettre de se poursuivre indéfiniment, sans égard à aucune autre chose. Le savoir était le Dieu le plus élevé, la vérité, la valeur suprême. Tout le reste était secondaire et subordonné. Il est vrai que les idées commençaient à se modifier dès cette époque. Notre Ford lui-même fit beaucoup pour enlever à la vérité et à la beauté l'importance qu'on y attachait, et pour l'attacher au confort et au bonheur. La production en masse exigeait ce déplacement. Le bonheur universel maintient les rouages en fonctionnement bien régulier. La vérité et la beauté en sont incapables. Et bien entendu, chaque fois que les masses se saisissaient de la puissance politique, c'était le bonheur, plutôt que la vérité et la beauté, qui étaient importants. Néanmoins, et en dépit de tout, les recherches scientifiques, sans restriction, étaient encore autorisées. On continuait toujours à parler de la vérité et de la beauté, comme si c'étaient là des biens souverains. Jusqu'à l'époque de la guerre de 9 ans. Cela les fit chanter sur un autre ton, je vous en fiche mon billet. Quels sels ont la vérité ou la beauté quand les bombes à anthrax éclatent autour de vous ? C'est alors que la science commença à être tenue en bride, après la guerre de 9 ans. À ce moment-là, les gens étaient disposés à se compter en bride jusqu'à leur appétit. N'importe quoi, pourvu qu'on pût vivre tranquille. Nous avons continué, dès lors, à tenir la bride. Cela n'a pas été une fort bonne chose pour la vérité, bien entendu, mais ça a été excellent pour le bonheur. Il est impossible d'avoir quelque chose pour rien. Le bonheur, il faut le payer. Vous le payez, Mr. Watson. Vous le payez parce qu'il se trouve que vous vous intéressez trop à la beauté.
Moi, je m'intéresse trop à la vérité. J'ai payé, moi aussi. Mais vous n'êtes pas allé dans une île, vous, dit le sauvage, rompant un long silence. L'administrateur sourit. C'est comme cela que j'ai payé, en choisissant de servir le bonheur. Celui des autres, pas le mien. Il est heureux, ajouta-t-il après un silence, qu'il y ait tant d'îles au monde. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elles. Nous vous mettrions tous dans la chambre asphyxiante, je suppose. À propos, Mr. Watson, un climat tropical vous plairait-il? Les marquises, par exemple? Ou Samoa? Ou bien quelque chose de plus vivifiant? Helmholtz se leva de son siège pneumatique. J'aimerais un climat foncièrement mauvais, répondit-il. Il me semble qu'on pourrait mieux écrire si le climat était mauvais. S'il y avait du vent et des tempêtes en masse, par exemple. L'administrateur marqua son approbation d'un signe de tête. Votre courage me plaît, Mr. Watson. Il me plaît énormément, autant que je le désapprouve officiellement. Il sourit. Que penseriez-vous des îles Falkland? Oui, je crois qu'elles feraient l'affaire, répondit Helmholtz. Et maintenant, si vous le permettez, je vais aller voir ce que devient ce pauvre Bernard. Merci d'avoir écouté les chapitres 15 et 16 du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley sur Classique en lecture. Vous trouverez les chapitres suivants sur la playlist Livres audio. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.